Et si l'intérêt qu'on manifeste pour le foot remontait en réalité à la préhistoire? Bougez pas, on en parle tout de suite. Ok, au moment où j'écris cet épisode, la Coupe du Monde de foot bat son plein avec ses rebondissements, ses arbitres qui font parfois mal leur boulot, ses équipes qui sont exemplaires ou ne le sont pas vraiment, coucou les Paraguayens, ses manœuvres politiques sous la table, ces pays qui créent la surprise et attirent toute l'attention, Heya Norge, et puis j'ai fait un zoom out. J'ai voulu observer cet événement non pas comme un spectateur, mais plutôt à la manière d'un ethnologue. Je me suis posé cette question très simple, pourquoi est-ce que des milliards d'Homo sapiens regardent-ils 22 membres de leur espèce courir après un ballon? Dit comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se demander pourquoi on fait ça en fait? Pourquoi on joue au foot? Pourquoi on aime regarder des gens jouer au foot? Pourquoi est-ce qu'on est si heureux quand l'équipe que l'on soutient marque un but ou remporte la victoire? Et ce que j'ai découvert est assez fascinant. Parce que, bon, de façon très pragmatique, si la France ou la Norvège ou n'importe quel autre pays remporte la victoire finale, ça va absolument rien changer dans nos vies en fait. Nos compétences physiques, intellectuelles, sociales ne s'en trouveront pas spécialement améliorées. Ça va pas non plus nous faire gagner plus d'argent, nous faire rencontrer l'amour ou mettre nos enfants à l'abri du besoin. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on regarde? J'ai voulu retrouver les sources de cet intérêt pour le foot dans notre histoire évolutive et plusieurs explications me sont apparues. Des explications qui ne sont pas exclusives les unes des autres, mais bel et bien complémentaires. Alors évidemment, on compare souvent les compétitions sportives modernes qui se déroulent dans des stades aux jeux du cirque de l'Empire romain qui étaient censés offrir un divertissement à la population. Je pense que vous connaissez sans doute la locution latine « panem et circenses » du pain et des jeux, célèbre expression romaine forgée par le poète Juvénal. Elle dénonce la stratégie des dirigeants politiques de l'époque qui consistait à distribuer de la nourriture gratuite et à organiser des divertissements grandioses pour endormir la conscience populaire et s'assurer la soumission du peuple. Mais c'est une autre histoire et surtout la Rome antique, c'était hier en fait. Moi je voulais voir les fondements, les origines, ce qui a fait dans notre évolution qu'aujourd'hui on puisse se passionner autant pour des matchs de foot. Parce que si on se penche un peu sur le sujet, on réalise très vite que le football active chez nous des mécanismes vieux de centaines de milliers d'années. Voilà donc les 3 hypothèses que j'ai formulées. Premièrement, nous sommes une espèce tribale. Avant d'aller plus loin, il faut peut-être définir ce que j'entends par le mot tribal. En anthropologie, le terme tribu est aujourd'hui utilisé avec prudence, car il recouvre des réalités très diverses. Donc, ici, je l'emploie dans son sens le plus courant, à savoir un groupe humain auquel on se sent appartenir. Une tribu, c'est d'abord un « nous », des personnes qui se reconnaissent comme faisant partie du même groupe. Pour que ce sentiment existe, il faut généralement plusieurs ingrédients. D'abord, il faut une identité commune. On partage un nom, une histoire, des valeurs, parfois même des ancêtres réels ou symboliques. Il faut aussi des signes de reconnaissance. Au cours de l'histoire, cela pouvait être des peintures corporelles, des tatouages ou des vêtements particuliers. Aujourd'hui, au football, ce sont des maillots, les écharpes, les drapeaux ou les couleurs d'un club ou d'un pays. Par exemple, on ne dit pas « allez l'équipe de France », on dit « allez les bleus », même durant les matchs où ils jouent en blanc. Il y a aussi les rituels. Les humains adorent les rituels, ça renforce le sentiment d'appartenance.
Dans un stade, ce sont les chants, les hymnes, les célébrations ou encore les habitudes d'avant ou d'après-match. Pensez par exemple à tous ces Norvégiens qui ont séduit le monde entier avec leur rowing, qui mime les rameurs vikings, et qu'ils ont accessoirement piqué au clapping islandais et au rowing des concerts de groupes de melodic death metal à Mon Amarth. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Une tribu, c'est également un groupe qui coopère. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres chassaient ensemble, se protégeaient mutuellement et élevaient leurs enfants collectivement. Dans une équipe de football, chacun a aussi un rôle à jouer au service d'un objectif commun, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes d'ailleurs. Enfin, une tribu établit naturellement une distinction entre le nous et le eux. Ça ne signifie pas forcément qu'il faut détester l'autre camp. D'ailleurs, ceux qui s'abaissent à ça n'ont, à mon sens, rien compris. Aimer les siens, ça ne veut pas dire devoir détester les autres. Mais cette distinction entre le nous et le eux signifie simplement que notre cerveau identifie clairement d'un côté les membres de son groupe et de l'autre ceux qui n'en font pas partie. Et c'est là que le football devient fascinant. Deux personnes qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne parlent parfois même pas la même langue, peuvent enfiler le même maillot et, en quelques secondes, se sentir appartenir au même groupe. Elles chantent ensemble, célèbrent ensemble, souffrent ensemble, exultent ensemble. Et ces émotions ne sont pas seulement psychologiques, elles s'accompagnent de réactions bien réelles dans notre organisme. Les chants, les embrassades, les accolades, le fait de vivre et de partager une émotion forte avec d'autres personnes favorisent notamment la libération d'ocytocine, une hormone impliquée dans l'attachement, la confiance et les liens sociaux. D'autres substances, comme les endorphines, participent également au sentiment de bien-être et de cohésion. Et ça aussi, c'est un héritage de notre histoire évolutive, nous, animaux sociaux. Autrement dit, lorsque nous vibrons avec notre équipe, nous ne faisons pas que regarder un match. Notre cerveau renforce littéralement le sentiment que nous faisons partie du même groupe. Autrement dit, le football recrée en quelques heures presque tous les ingrédients qui, pendant des millénaires, ont permis aux groupes humains de se souder et de coopérer. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand l'équipe de France gagne, on ne dit pas « l'équipe de France a gagné », on dit « on a gagné », comme si on faisait partie de l'équipe. Mais le foot, c'est pas seulement une histoire de tribu, et j'en viens donc à ma deuxième hypothèse, le football reprend la grammaire de la chasse. Alors attention, je suis pas en train de dire que le football est une version moderne, une représentation allégorique de la chasse, c'est absolument pas le cas. En revanche, j'ai cherché à comprendre pourquoi on ressentait de la joie, du plaisir, de la satisfaction devant le simple fait de voir un joueur taper dans un ballon, voir ce ballon voler dans les airs, tromper le gardien et venir s'écraser dans un filet. Pourquoi ressentir de la joie en voyant ça ? Parce que, bon, en fait, si on y réfléchit bien, ça n'a aucun sens. C'est juste un ballon propulsé et qui vient heurter un obstacle. Pris comme ça, quel est l'intérêt ? Pourquoi sommes-nous heureux de voir ce ballon taper cet obstacle ? Qu'est-ce que ça déclenche chez nous ? Qu'est-ce que ça réveille en nous ? D'où ça vient ça ? Alors, regardons simplement la structure du geste. Il y a un membre de la tribu, un joueur, il y a une cible, le but, et il y a un projectile pour atteindre cette cible, le ballon. Pour réussir son tir, le joueur doit trouver la bonne trajectoire, contourner des obstacles, doser la puissance, choisir le bon moment et tirer. Et lorsque le ballon atteint enfin sa cible, on ressent une immense satisfaction. Cette structure, on la retrouve dans énormément de sports. Le football bien sûr, mais aussi le basket, le golf, le tennis, les fléchettes, le billard même, le tir à l'arc. Bref, toutes les activités sportives dans lesquelles la réussite est soumise à l'adresse du joueur à viser et à atteindre une cible. Mais on la retrouve aussi dans une activité qui nous accompagne depuis des centaines de milliers d'années, une activité sans doute la première de toutes où il fallait là aussi viser pour atteindre une cible, une activité qui nous a aussi façonné en tant qu'espèce, la chasse. Car là aussi, il y a un membre de la tribu, un chasseur, là aussi, il y a une cible, la proie,
Là aussi, il y a un projectile pour atteindre cette cible, qui une pierre, qui une sagaie, qui une flèche. Là aussi, il faut maîtriser son geste, estimer la distance, tenir compte des obstacles, attendre le bon moment. Le projectile ne sera pas propulsé par un coup de pied bien ajusté, mais par une main, une fronde, un propulseur ou bien un arc. Et là aussi, arrive cet instant où le projectile atteint enfin sa cible. Mais alors, pourquoi est-ce que ce moment est-il aussi satisfaisant ? Eh bien, pendant l'immense majorité de notre histoire évolutive, réussir ce geste n'avait absolument rien d'anodin. Atteindre sa cible pouvait tout simplement signifier que on allait avoir à manger. C'était un comportement directement lié à la survie. On peut donc imaginer que pendant des milliers d'années, génération après génération, les individus dont le cerveau renforçait ce type de réussite étaient davantage enclins à reproduire ces comportements. Et ceux qui les reproduisaient avec succès avaient, en moyenne, davantage de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Aujourd'hui, lorsqu'un ballon termine sa course dans la lucarne, on rapporte évidemment pas un cerf, un renne ou une antilope au campement, mais notre cerveau voit malgré tout un objet propulsé avec précision atteindre une cible difficile. Et il est possible qu'une partie de la satisfaction que nous ressentons devant un tel geste trouve son origine dans cette très ancienne histoire évolutive. En fait, c'est la même petite satisfaction que l'on ressent quand on marque un panier au basket, qu'on atteint la cible aux fléchettes, ou même qu'on arrive à jeter une feuille de papier froissé dans la corbeille. Parce que, bon, pensez-y, est-ce que si vous mettez directement la feuille froissée dans la corbeille, vous allez ressentir autant de plaisir que si vous visez, lancez et atteignez la corbeille ? Moi, je crois pas. D'ailleurs, il y a un autre élément qui est intéressant durant les compétitions sportives. Car il nous fascine presque tous, ce sont les ralentis. Revoir la séquence d'un but marqué au ralenti, ça nous captive. Pourquoi ? Eh bien, je pense qu'il faut se rappeler que nous sommes des mammifères. Et chez les mammifères, une grande partie de l'apprentissage passe par le jeu, mais aussi par l'observation. Regarder un individu particulièrement compétent est une formidable façon d'apprendre. Chez l'humain, une immense partie de nos connaissances ne vient pas de nos propres essais, mais de notre capacité à observer les autres, puis à les imiter. Alors, lorsqu'un joueur réalise un geste exceptionnel, notre cerveau semble avoir envie de le revoir. Il décortique la course, l'appui, le timing, la trajectoire du ballon, le mouvement du gardien. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas forcément en train de nous dire consciemment « Tiens, je vais apprendre à tirer exactement comme lui ». Mais notre cerveau, lui, est probablement très sensible à ce type de démonstration de compétences. D'une certaine manière, revoir un ralenti, c'est peut-être un peu comme observer le meilleur chasseur du groupe réussir un lancer presque parfait. On regarde, on analyse, on intériorise et sans même s'en rendre compte, on apprend. Et c'est pour ça que, s'il y en a parmi vous qui regardent les vidéos de chasse de mes amis Feliu, Alex de la chaîne Chasse HD ou Félix de Sauvage Média que j'ai déjà reçu ici en interview, et bien souvent, vous verrez que chaque tir y est aussi analysé, expliqué, vu sous plusieurs angles et bien sûr, repassé au ralenti. D'ailleurs, souvent, ils expliquent même pourquoi dans telle ou telle situation, ils se sont abstenus de tirer, que ce soit pour des raisons de sécurité non réunies ou parce que l'animal ne correspondait tout simplement pas au plan de chasse. Je vous mets les liens vers leur chaîne en description, vous irez voir et vous faire votre propre avis. Enfin, il y a un troisième élément qui me semble très ancien, le prestige social. Pourquoi est-ce qu'on admire autant les grands joueurs de foot, ou de rugby, ou de basket ? Pourquoi certains deviennent-ils comme des héros ? Est-ce que c'est juste parce qu'ils sont capables de faire ce que les autres ne savent pas faire ? Là encore, il faut peut-être regarder du côté de notre histoire évolutive. Pendant des centaines de milliers d'années, un bon chasseur n'était pas seulement quelqu'un qui rapportait de la viande, c'était quelqu'un sur qui le groupe pouvait compter, quelqu'un dont les compétences augmentaient les chances de survie de tous. Il est donc logique que ces individus aient bénéficié d'une certaine reconnaissance sociale. Le prestige existe bel et bien chez les chasseurs-cueilleurs contemporains, mais il est souvent contrebalancé par un autre impératif,
préserver la cohésion du groupe. Chez les Ju'Muanxi du Kalahari, étudié par Richard Lee, lorsqu'un chasseur rapporte un gros gibier, les autres insultent la viande. Ils disent qu'elle est trop maigre, qu'elle est pleine d'os ou qu'elle ne vaut rien. Pas parce qu'ils sont ingrats, mais parce qu'ils savent qu'un chasseur qui prend la grosse tête peut devenir un problème pour le groupe. Le prestige existe, mais il doit rester compatible avec l'humilité pour garantir la cohésion sociale. Le but n'est pas d'humilier le chasseur, le but est d'empêcher l'arrogance, d'éviter qu'un excellent chasseur ne se considère comme supérieur aux autres et ne mette en danger l'égalitarisme du groupe. Comme l'explique un ancien cité par Richard Lee, quand un jeune homme rapporte beaucoup de viande, il commence à se prendre pour un grand homme. Nous parlons donc toujours de sa viande comme si elle ne valait rien. C'est ce que les anthropologues appellent un mécanisme de nivellement, c'est-à-dire des pratiques sociales destinées à limiter les écarts de prestige et à préserver la cohésion du groupe. D'ailleurs, peut-être que certaines stars du football d'aujourd'hui gagneraient elles aussi à se montrer un peu plus humbles, même si chez certains d'entre eux, cette arrogance est devenue une part entière de leur personnage public. N'est-ce pas, Zlatan ? Bon, ça c'était pour ce qu'on a observé chez les chasseurs-cueilleurs contemporains. On suppose également qu'au Paléolithique, les meilleurs chasseurs bénéficiaient, en moyenne, d'un certain avantage lorsqu'il s'agissait de trouver une partenaire. Après tout, démontrer que l'on est compétent, fiable et capable de subvenir aux besoins du groupe, et donc aussi à ceux d'une future descendance, c'est un signal qui pouvait avoir de la valeur dans le choix d'un compagnon. Et, si l'on y réfléchit bien, ce mécanisme n'a peut-être pas complètement disparu. Aujourd'hui, dans le domaine du foot, les meilleurs chasseurs sont devenus les meilleurs buteurs. Alors bien sûr, ils ne rapportent plus un renne au campement, mais ils soulèvent des trophées devant des millions de spectateurs et gagnent très bien leur vie. Le contexte a changé, les récompenses aussi, mais il faut reconnaître que, sur le terrain de l'amour, il est très rare de voir ces héros modernes rester sur la touche. Le football n'a évidemment pas inventé le prestige social, et il n'est très certainement pas le lieu unique où il peut s'exprimer. Il lui a simplement donné un nouveau terrain d'expression. Voilà, je crois que cet exemple du football illustre assez bien ce que j'essaie de transmettre en expliquant ce qu'est le mode de vie néo-chasseur-cueilleur. Il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait retourner vivre au Paléolithique, abandonner nos maisons, nos ordinateurs, nos livres, nos hôpitaux ou nos chaussures. L'idée n'est pas de fantasmer un passé parfait ou un quelconque paradis perdu. Non, l'idée c'est surtout d'essayer de comprendre ce que nous sommes vraiment. Notre corps, notre cerveau, nos émotions, nos plaisirs, nos peurs, nos élans collectifs, nos besoins sociaux, tout ça n'est pas apparu par hasard. Tout ça est le résultat d'une très longue histoire évolutive. Et plus on comprend cet héritage, plus on peut essayer de vivre en accord avec lui. Pas de façon parfaite, pas de façon magique, pas comme une nouvelle croyance New Age où il faut faire des câlins à des arbres, non, plutôt comme une tentative de remettre notre mode de vie moderne un peu plus en phase avec notre nature profonde. Le football en est un très bon exemple. En apparence, c'est un sport moderne. Des stades, des caméras, des sponsors, des maillots, des droits télé, des réseaux sociaux. Mais dès qu'on gratte un peu, on retrouve des choses beaucoup plus anciennes. Le groupe, la coopération, la cible à atteindre, le prestige social, les émotions partagées. Autrement dit, même devant un match de foot, Homo sapiens reste Homo sapiens. Parce que bon, si le football est devenu le sport le plus populaire de la planète, ce n'est peut-être pas seulement parce qu'il est simple à comprendre ou qu'il suffit d'un ballon pour y jouer. C'est peut-être parce qu'il parle directement à un cerveau façonné pendant des centaines de milliers d'années d'évolution. Un cerveau qui aime appartenir à une tribu, qui prend plaisir à voir une cible difficile être atteinte et qui admire ceux qui maîtrisent le mieux ses compétences. Certes, le football est moderne, mais les émotions qu'il provoque, elles, sont probablement très anciennes. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur les plateformes de podcast ou un petit pouce en l'air sur YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et à le partager avec les membres de votre clan, qu'ils aiment le foot ou non d'ailleurs.
Si vous avez des questions sur l'alimentation, le sommeil, les activités physiques, les relations sociales, le lien à la nature ou même les sentiments amoureux, la boîte vocale Néo-Chasseur-Cueilleur est là pour ça. Le lien est dans la description. Vous posez vos questions et j'y répondrai dans un futur épisode. Le podcast Néo-Chasseur-Cueilleur est disponible tous les mercredis soirs sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et Amazon Podcast, quand tout se passe bien, et tous les vendredis sur YouTube. Cher Homo sapiens, merci de m'avoir écouté. Rendez-vous dans 7 jours, après le coucher du soleil, pour une nouvelle discussion dans le cercle du feu de camp. Au revoir et à bientôt.